Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le bruit du fer à repasser glissant sur du coton usé résonnait dans le petit appartement. Anita se tenait pieds nus sur le carrelage, sa robe simple moulant sa silhouette modeste. La chaleur de la pièce était accablante, mais elle travaillait en silence, lissant les plis de la chemise de Vincent comme si sa vie en dépendait. Dehors, la ville bourdonnait de richesse et de commerce, inconsciente de son petit monde. Elle se déplaçait avec la grâce de quelqu'un qui maîtrise depuis longtemps l'invisibilité, son visage toujours doux, toujours posé. Ses voisins la taquinaient souvent. Cette femme silencieuse, toujours à la maison, toujours seule, murmurait-il. Personne ne la connaissait vraiment. Pas comme elle avait appris à se connaître, couche par couche, silence après silence. Sa vie avec Vincent était devenue mécanique, distante. Ils partageaient un toit, mais pas une vie. Il ne la regardait jamais avec affection. S'il parlait, c'était d'un ton teinté d'irritation. Et s'il souriait, c'était pour quelqu'un d'autre. Vincent était tout ce qu'Anita n'était pas. Bruyant, tapac sans grave l'œil, impatient. Il se pavanait dans la vie comme un homme né pour les projecteurs, avide d'admiration et de reconnaissance. Il passait ses journées à travailler dans une boutique haut de gamme destinée à l'élite nigériane, un lieu aux sols étincelants, aux tissus importés et aux clientes aux tenues prestigieuses. Pour les étrangers, c'était ironique. Il avait l'air d'un homme qui réussissait, parlait comme un homme qui réussissait, marchait comme un homme qui réussissait, mais il rentrait chez lui auprès d'une femme qu'il considérait comme son plus grand échec. Il disait souvent à Anita que sa présence ternissait son éclat, qu'elle n'était qu'une ombre accrochée à son nom. Anita hochait la tête et battait en retraite. Elle ne luttait jamais, n'élevait jamais la voix. Car Anita avait appris depuis longtemps que le pouvoir ne crie pas toujours, il attend. Et elle attendait, observant, non seulement Vincent, mais le monde qu'il croyait posséder. Chaque insulte qu'il lui lançait, chaque porte qu'il lui fermait au nez, elle les recueillait comme des graines qu'elle projetait de planter. En silence, les gens prenaient le calme d'Anita pour de la faiblesse. Même Vincent le savait. Il ignorait l'existence du coffre-fort derrière la vieille étagère, ni la tablette qu'elle cachait sous le matelas. Il ne s'était jamais demandé pourquoi elle ne lui demandait jamais d'argent, pourquoi son téléphone était toujours allumé, alors que les factures n'étaient jamais impayées. Il pensait qu'elle survivait grâce à ses miettes. Ce que Vincent ignorait, c'est qu'Anita était l'architecte de l'empire qu'il vénérait. Elle avait bâti la boutique de toutes pièces sous un autre nom, se tenant discrète par choix. Ce n'était pas seulement une boutique, c'était un empire de la mode s'étendant à travers les villes, habillé avec élégance et dirigé d'une main de fer derrière des gants de velours. L'entreprise comptait des managers, des cadres et un mystérieux PDG que personne n'avait jamais rencontré. Anita avait choisi l'anonymat pour échapper au loup qui rôde autour du succès, et Vincent, aveuglé par l'orgueil, ne s'était jamais demandé comment il avait été embauché. Anita avait soigneusement sélectionné les meilleurs talents de l'entreprise, y compris l'homme même qui la rabaissait chaque soir. Ce soir-là, dans la petite cuisine, Anita versa de l'eau dans une tasse et resta près de la fenêtre, regardant la nuit tomber. Le nom de la boutique s'affichait sur un panneau d'affichage en centre-ville, audacieux et doré. Des fils luxuriants, là où la classe rencontre le pouvoir. Elle sourit faiblement, sachant que le pouvoir était tranquillement installé dans ses pantoufles, sirotant une tasse ébréchée. Elle avait donné à Vincent tout ce qu'il pensait avoir gagné, et maintenant elle le regardait le dilapider. Non pas par haine, mais par prévoyance. Elle soupçonnait depuis longtemps qu'il deviendrait cet homme, bruyant, cruel et stupide. Elle aurait pu révéler son pouvoir n'importe quand, mais quelque chose en elle attendait le moment idéal. Un moment qui allait non seulement choquer Vincent, mais aussi l'humilier. Ainsi, Anita resta la femme en haillons. Celle qui cuisinait, qui repassait, qui priait. Mais au plus profond d'elle, un empire palpitait, silencieux, élégant et en attente. Les pas de Vincent résonnèrent dans le couloir à son retour du travail, l'air autour de lui imprégné d'eau de Cologne et de sentiments de droit acquis. Il jeta à peine un coup d'œil en direction d'Anita lorsqu'elle lui ouvrit la porte, s'écartant comme un domestique. Sa chemise était à moitié déboutonnée, et la chaîne en or à son cou brillait sous la lumière du couloir. « C'est quoi cette soupe » grommela-t-il en reniflant l'air comme si cela l'offensait. Anita resta calme, les yeux rivés sur le plateau qu'elle portait. « C'est une soupe d'oie, comme on l'aime, répondit-elle doucement.
Il ricana, marmonnant quelque chose à propos des femmes incapables d'évoluer. Pour Vincent, Anita était une relique, une épouse terne, figée dans une époque où la simplicité était valorisée. Il la comparait aux femmes élégantes qu'il voyait au travail, surtout celles qui faisaient tourner les têtes avec leur rouge à lèvres audacieux et leurs talons de créateur. Il avait commencé à regarder Anita avec mépris, comme si sa modestie était un fardeau pour lui. En vérité, l'insatisfaction de Vincent couvait depuis des années. Il était le genre d'homme à juger la richesse à l'apparence. Pour lui, les vêtements simples et le mode de vie simple d'Anita étaient synonymes d'échec. Elle portait des vêtements qu'elle avait cousus elle-même, la plupart à partir de chutes de tissu qu'elle conservait dans une petite boîte en bois. Au travail, il se plaignait souvent à ses collègues, se faisant passer pour un homme accablé par une femme qui ne correspondait pas à ses goûts. Il montrait des photos des femmes ou des petites amies de ses collègues et déplorait sa situation malheureuse. Pourtant, il ne s'enquirait jamais du bonheur d'Anita. Il ne se demandait jamais pourquoi elle ne mendiait ni n'empruntait. L'idée qu'elle choisisse cette vie plutôt que de la subir ne lui est jamais venue à l'esprit. Au lieu de cela, il se vantait de la façon dont il améliorerait un jour sa vie et celle de sa partenaire. « J'ai besoin d'une femme qui puisse égaler mon énergie », disait-il souvent, ignorant que cette énergie était tout ce qu'il possédait réellement. Le soir, il restait allongé dans son lit à parcourir Instagram, aimant les photos de femmes qui affichaient leur beauté et leur réussite, tandis qu'Anita, assise tranquillement dans un coin, recousait des ourlets déchirés ou lisait des rapports d'activité sur sa tablette. Il ne savait pas ce qu'elle lisait. Il s'en fichait. Il ne voyait qu'une femme sans maquillage, sans présence sur les réseaux sociaux, sans charme. Il ignorait qu'elle examinait les comptes de résultats, les chiffres d'exportation et les rapports trimestriels du conseil d'administration de la boutique. Il ignorait qu'elle pouvait tirer des ficelles qui bouleverseraient son monde en un seul email. Mais Anita n'était pas encore vengeresse. Elle le regardait sombrer dans l'orgueil, tel un homme creusant sa propre tombe avec une cuillère en argent. Chaque insulte était notée, non pas avec amertume, mais avec précision. Elle savait que le vent tournerait un jour. Et quand ce serait le cas, elle n'aurait pas à lever le petit doigt. Ses propres choix le détruiraient. Un soir, Vincent déposa une enveloppe marron sur la table. « Ma lettre de promotion », dit-il d'un air suffisant, son regard la mettant au défi d'en demander plus. Anita y jeta un coup d'œil et sourit. « Félicitations », dit-elle, et il ricana devant le calme de son ton. « C'est tout ?» demanda-t-il. « Pas d'enthousiasme, pas de gratitude ?» Anita hocha simplement la tête et continua à laver la vaisselle. Vincent ignorait que c'était elle qui avait approuvé cette lettre, sous un pseudonyme de cadre. Le conseil d'administration de la boutique ne l'a jamais connue sous le nom d'Anita. Elle signait E.A. Johnson, un nom composé des initiales de son défunt père. C'était sa façon d'honorer ses racines tout en protégeant son empire des vautours. Vincent ne dormait pas seulement aux côtés d'un PDG. Il dormait aux côtés du propriétaire de l'institution même qui justifiait son ego fragile. Et bientôt, il réaliserait combien peu il possédait. Le gala annuel de la boutique était le point culminant du calendrier mode de Lagos, une soirée éblouissante de robes de satin, de smokings élégants, de champagne à flots et de rencontres discrètes. Vincent ne l'avait jamais manqué. Pour lui, ce n'était pas seulement une fête, c'était un véritable marché d'impression. L'événement de cette année était particulièrement glamour, organisé dans une luxueuse salle drapée d'or et d'ivoire. Les mannequins défilaient comme des rois, les clients resplendissaient sous les lustres et les appareils photo étincelaient comme des éclairs. Anita avait proposé de repasser le smoking de Vincent, mais il avait décliné avec une éraflure. « Tu connais la mode ?» se moqua-t-il. « Oh, n'y proteste pas. » Elle accrocha simplement le tailleur soigneusement et s'éloigna. Tout en s'habillant, Vincent s'exerçait à sourire devant le miroir, celui qu'il arborait pour les inconnus, pas pour sa femme. Et lorsqu'il partit ce soir-là, Anita l'observa par la fenêtre, son ombre s'étendant de l'autre côté de la rue, inconsciente que la femme qu'il cherchait à impressionner l'avait déjà éclipsé bien avant que les lumières ne s'allument. Au gala, Vincent était dans son élément. Les plus belles créations de la boutique flottaient dans la pièce, portées par des célébrités, des influenceurs et des magnats. Il se mêlait aux chefs de service et posait pour des photos à côté de plaques de dirigeants qu'il ne comprenait pas. Puis, il la vit, Sandra. Elle était magnifique, sûre d'elle et nouvelle. Récemment embauchée au service marketing,
Sandra était arrivée vêtue d'une robe rouge qui lui collait aux épaules comme l'ambition. Elle n'avait pas l'air d'une personne prête à obéir longtemps. Leurs regards se croisèrent de l'autre côté du couloir, comme des aimants qui s'entrechoquaient. Vincent, grisé par l'élégance de la nuit et ses propres illusions de pouvoir, s'approcha d'elle. Leur conversation commença par des flatteries, se transforma en flirt et se termina par un slow. Elle riait à toutes ses blagues, se penchait vers elle et murmurait son admiration pour son rôle dans la boutique. Il s'imprégnait de tout, ignorant que la véritable puissance de la pièce ne portait pas de robe ce soir-là. Sandra n'était pas naïve. Elle avait rapidement gravi les échelons de l'entreprise, non seulement grâce à son charme, mais aussi grâce à son sens de l'observation. Elle avait déjà remarqué que certains dossiers avançaient plus vite lorsqu'un certain E.A. Johnson les approuvait et que certains cadres paniquaient à l'évocation de réunions non officielles. Mais ce soir-là, elle choisit de se concentrer sur Vincent, l'homme qui avait visiblement besoin de validation plus que tout. Elle se jouait de lui comme d'une harpe, lui faisant croire qu'il l'impressionnait, alors qu'en réalité, elle testait son utilité. Sandra voulait plus que de l'admiration, elle voulait avoir accès à quelqu'un. Et Vincent, boursouflé d'ego, pensait avoir enfin trouvé une femme à la hauteur de son imaginaire. Il parlait mal de sa femme, la qualifiant d'inapte, affirmant qu'il méritait mieux. Sandra hocha la tête avec sympathie, feignant d'être d'accord. C'était une cour fondée sur des illusions, l'une croyant qu'il avait progressé, l'autre complotant pour accéder à un poste plus élevé. Mais tous deux ignoraient la reine, silencieuse, invisible, pourtant maîtresse de tout. Tandis qu'ils dansaient et murmuraient dans la salle scintillante, une caméra cachée près de l'entrée enregistrait tout. Anita l'avait installée des mois plus tôt, non pas pour la surveillance, mais pour la vérité. Elle regardait la retransmission depuis chez elle, impassible, une douce lumière baignant son visage tandis que la trahison de Vincent se déroulait en haute définition. Elle mit l'écran en pause sur le visage de Sandra, puis sur le sourire narquois de Vincent. Elle n'était pas surprise. Ce n'était qu'une question de temps. Le gala n'était pas seulement un événement social, c'était une confirmation. La confirmation que l'homme à qui elle avait autrefois donné son cœur était parti depuis longtemps, remplacé par une marionnette d'orgueil et de prétention. Mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle ouvrit un dossier intitulé « Dossier versus » et y nota la date. Tout empire a un commencement. Et chaque chute a son étincelle. Pour Anita, ce soir-là fut cette étincelle. Les réceptionnistes du dernier étage levèrent à peine la tête lorsque l'ascenseur s'ouvrit avec un léger carillon. C'était un événement rare. Cet ascenseur n'était utilisé que par une seule personne, et elle ne venait que rarement. Mais quand elle le faisait, personne ne le remettait en question. Personne ne lui demanda qui elle était. Il en était ainsi depuis le premier jour où l'estrade avait ouvert son siège social. Anita sortit discrètement de l'ascenseur, vêtue d'une simple robe midi marron, un sac à main délavé à l'épaule. Elle avait l'air de quelqu'un qui sortait de la rue, quelqu'un qui ne se sentait pas à sa place dans un environnement aussi étincelant. Mais elle se déplaçait avec un calme qui ne correspondait pas à son apparence. Il y avait quelque chose d'inébranlable dans son silence, une présence qui ne s'apprend pas. Elle fit un signe de tête à la réceptionniste, qui se leva aussitôt et la salua d'un calme bonjour. Mais retourna ensuite à sa place sans poser la moindre question. C'était la règle. Ne jamais poser de questions. Anita remonta lentement le couloir, ses talons claquant doucement sur le sol marbré. Des portraits d'icônes de la mode et des campagnes phares de l'estrade étaient alignés sur les murs, d'immenses cadres en verre mettant en valeur les célébrités et les créations emblématiques de la marque. Elle les dépassa sans sourciller, même si elle avait elle-même approuvé chaque pièce. Sa suite privée se trouvait au bout du couloir, après les bureaux de la direction, derrière une porte noire banalisée. Il n'y avait ni plaque, ni nom, juste un lecteur d'empreintes digitales argentées. Elle posa son doigt sur le lecteur, et dans un léger bourdonnement mécanique, la porte se déverrouilla. À l'intérieur, la suite était un monde à part, avec ses finitions en bois chaleureux, ses fauteuils en velours, sa douce lumière dorée et le parfum persistant du jasmin. La pièce était élégante, minimaliste et profondément personnelle. Ce n'était pas un espace de travail. C'était un sanctuaire, un lieu où Anita ôtait tous ses masques et redevenait elle-même. Elle entra et ferma la porte derrière elle, s'isolant du bruit du monde qu'elle contrôlait en silence. Ici, elle n'avait pas besoin de s'expliquer. Elle n'avait pas besoin de faire semblant d'être inférieure à ce qu'elle était.
Elle retira ses sandales et marcha pieds nus sur le tapis moelleux, ses doigts effleurant le bord du bureau qu'elle avait conçu elle-même. Dans un coin se trouvait un grand miroir encadré d'acajou foncé, et en face, une fenêtre donnant sur les toits de la ville. Elle ne s'assit pas, elle ne lisait pas, elle restait là, à respirer, à absorber. Le pouvoir, le silence, la possession de quelque chose que personne ne pouvait lui enlever. Le monde extérieur la voyait comme une femme en haillons, une pitoyable ménagère moquée même par son mari. Mais dans cet espace, elle se souvenait de qui elle était vraiment. Pas une secrétaire, ni un fardeau domestique, ni une figure secondaire. C'était elle qui avait bâti l'Ustridge de toutes pièces, et personne ne le savait. Elle est restée dans la suite pendant des heures, sans travailler, sans parler, simplement présente. Ce retour était important pour elle. Non pas en tant que chef, ni en tant que stratège, mais en tant qu'Anita, la femme qui avait cousu sa première robe dans un studio. Celle qui avait vendu des vêtements à l'arrière d'un bus d'info pour économiser suffisamment d'argent pour enregistrer son entreprise. Celle dont le mari la méprisait désormais comme si elle était une tache sur sa vie. Elle regarda autour d'elle et laissa ses souvenirs se déposer comme de la poussière au soleil. Elle n'avait pas encore besoin de bouger. Les pièces du puzzle étaient encore en train de se mettre en place. Et pour l'instant, elle s'autorisait le luxe de la solitude. Un pouvoir, non exprimé, mais ressenti. Lorsqu'elle partit enfin, elle ne se retourna pas. Il y aurait d'autres jours pour prendre des décisions, pour donner des ordres, pour affronter des tempêtes. Aujourd'hui, il s'agissait simplement de se souvenir. Et cela, pour Anita, suffisait. Sandra n'était pas seulement belle, elle était stratège. Derrière son sourire éclatant et sa démarche assurée se cachait une femme qui avait passé sa vie à étudier l'art de l'ascension sociale. Elle savait quel compliment faisait fondre les hommes orgueilleux, quel silence suscitait la curiosité et quel moment il fallait feindre l'innocence. Elle avait rejoint Lush Trades comme associé marketing à peine 3 mois plus tôt, mais son charme avait déjà attiré l'attention de nombreux employés masculins. Vincent, cependant, était différent. Il n'était pas seulement attiré, il était vulnérable. Il projetait confiance et puissance, mais Sandra le décelait. Elle lut la soif dans son regard, le besoin désespéré d'être admirée. Lors d'une de leurs premières conversations, elle rit à sa blague et posa brièvement la main sur son épaule. Sa réaction fut immédiate, comme un affamé à qui l'on offre un festin. Dès cet instant, Sandra sut que cet homme serait sa conquête la plus facile. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était impatient de prouver qu'il ne l'était pas. Au début, Sandra fit semblant d'être impressionnée par les récits de Vincent, par la façon dont il se prétendait responsable de certaines campagnes, par la façon dont il se vantait de sa relation étroite avec la direction. Elle ne le corrigea pas. Elle hocha simplement la tête, les yeux écarquillés, telle une étudiante s'imprégnant de génie. Cela le motivait. Il commença à passer plus souvent à son bureau, à lui apporter du café, à l'appeler sa star et à faire évoluer progressivement les limites professionnelles. Elle lui répondait avec juste ce qu'il fallait de flatterie pour le captiver, mais suffisamment de retenue pour paraître inaccessible. Vincent commença à la comparer ouvertement à sa femme. « Tu es le genre de femme qui mérite d'être à mon bras », murmura-t-il un jour, trouvant cela charmant. Sandra sourit, non pas parce qu'elle le désirait, mais parce qu'elle voyait avec quelle facilité il pouvait être manipulé. Elle ne voulait pas de Vincent par amour, elle voulait un raccourci vers le pouvoir. Et si jouer la muse lui permettait d'accéder plus rapidement à la table des négociations, tant pis. Dans son appartement, Sandra avait un mur couvert de postes ETS, de noms, de relations et de ragots interminables. Elle dressait un plan de la hiérarchie de la boutique. Elle ne comprenait pas comment personne n'avait rencontré le PDG. Ce mystère l'irritait. Mais ce qui l'intriguait davantage, c'était la façon dont les décisions étaient prises sans explication. Des budgets étaient approuvés, des promotions signées, des campagnes entières approuvées, tout cela sans jamais avoir vu le visage supposé du pouvoir. Cela lui donnait faim. Elle voulait être au sommet, pas seulement parmi les murmures, mais aux commandes. Et Vincent, le pauvre Vincent aveugle, pensait qu'elle tombait amoureuse de lui. Il ignorait qu'il n'était qu'un pion. « Je vois vraiment un avenir avec toi », dit-il un soir après un verre. Sandra rit doucement en lui touchant la joue. « Prenons les choses un jour à la fois », répondit-elle gentiment. Intérieurement, elle planifiait déjà la suite, se rapprochant du directeur marketing et cherchant des moyens de s'imposer dans les conversations du conseil. Pendant ce temps,
Anita savait tout. Chaque compliment, chaque flirt, chaque promesse murmurée, tout était enregistré. Les dirigeants de la boutique, dont Vincent et Sandra, disposaient de courriels, de chats et de caméras de surveillance dans les bureaux publics, surveillés par l'entreprise. Anita n'avait pas besoin d'espions. Elle avait des systèmes. Et Sandra, malgré toute son intelligence, ne réalisait pas qu'elle fonçait droit au cœur de la toile de l'Empire. Anita regardait leurs messages défiler sur son écran, les déclarations pathétiques de Sandra, les réponses soigneusement formulées de Sandra. Elle n'était pas en colère. Elle n'était même pas surprise. Au contraire, elle était curieuse. Jusqu'où irait-il? À quel point Vincent était-il aveugle, vraiment? À quel point Sandra était-elle prête à se montrer impitoyable? Et quelle poésie prendrait leur chute lorsque la vérité serait enfin révélée? Dans sa maison tranquille, Anita pliait le reste du linge, l'esprit perdu, non pas aux corvées, mais à la stratégie. Elle n'avait pas besoin de se presser. Le temps faisait tout le travail à sa place. Anita maîtrisait depuis longtemps l'art du silence, non pas celui de la faiblesse, mais celui qui murmure la force sans jamais élever la voix. C'était le silence d'une femme qui voyait tout sans réagir à rien. Tandis que Vincent allait et venait, ne cherchant ni à cacher son absence ni son dédain, Anita continuait à vaquer à ses occupations quotidiennes avec une grâce inébranlable. Elle cuisinait, nettoyait et entretenait la maison, non par soumission, mais parce qu'elle comprenait la patience comme peu d'autres. Son silence n'était pas un aveu de défaite, mais une prise de pouvoir. Chaque nuit, elle restait éveillée plus longtemps que Vincent, parcourant les rapports internes, vérifiant les notes de frais et transmettant les anomalies à ses archives privées. Elle n'attendait pas qu'il change. Elle se préparait à son effondrement. Vincent, dans son arrogance, interprétait le silence d'Anita comme une défaite. Il passait devant elle pendant ses conversations téléphoniques avec Sandra, annonçant haut et fort ses projets de week-end ou de futures vacances. Il ne la voyait plus comme une femme, mais comme un meuble, quelque chose à tolérer, non à respecter. Un jour, il ramena Sandra chez lui sous prétexte de réunion d'affaires, demandant à Anita de leur apporter quelque chose de froid. Sandra esquissa un sourire narquois inscrutant le mode salon. Son regard s'attarde sur la simplicité d'Anita. « Je comprends pourquoi tu en as besoin, » murmura-t-elle à Vincent pendant qu'Anita était dans la cuisine. Ils rirent. Anita, elle entendait. Elle servit quand même les boissons. Ses mains ne tremblaient pas. Ses yeux ne se plissèrent pas. Elle entra simplement dans le salon, les servit tous les deux et retourna dans sa chambre. Ce soir-là, elle fixa le plafond et fit le vœu secret qu'ils paieraient tous les deux et qu'ils paieraient publiquement. Son silence devint une arme que ni Vincent ni Sandra ne purent reconnaître. Dans les salles de conseil où l'identité d'Anita demeurait un mystère, sa présence se faisait encore sentir. Elle commença à tâter le terrain, envoyant des notes anonymes aux chefs de service, exigeant des audits financiers plus approfondis et une responsabilisation des managers, notamment au sein du marketing, où Sandra commençait à s'épanouir. Son silence lui permit d'agir sans suspicion, d'observer la montée des tensions dans son propre empire. Et plus Sandra et Vincent affichaient leur liaison, plus Anita documentait l'affaire. Elle engagea un auditeur privé sous un pseudonyme pour traquer les cartes de crédit du bureau, les abus de stock et les déclarations financières de plus en plus audacieuses de Sandra. Cela ne suffisait pas à les prendre en flagrant délit. Anita voulait des preuves irréfutables, des preuves qui briseraient leur fierté devant ceux-là même qu'ils cherchaient à impressionner. Mais même dans le calme de sa retenue, Anita n'était pas insensible. Tard le soir, elle se tenait parfois devant le miroir et se demandait ce qu'elle avait bien pu faire pour mériter une telle trahison. Elle avait aimé Vincent autrefois. Elle avait prié pour lui, cru en lui, l'avait aidé à trouver sa voie. Mais l'amour sans respect était un poison. Et elle buvait ce poison depuis bien trop longtemps. Alors elle arrêta. Non pas par rage, mais avec détermination. Elle n'espérait plus son changement. Elle n'espérait plus justice. Elle l'avait planifié. Et son silence devint le fil conducteur du chef-d'œuvre final. La salle de réunion de Lushtrades était un lieu de surface et de langue polie, où les affaires se négociaient avec le sourire, et où l'ambition portait des costumes sur mesure. Pourtant, malgré l'élégance, un mystère tacite planait dans l'air. Personne n'avait jamais vu le PDG. Chaque chef de service avait sa propre théorie. Certains disaient qu'il s'agissait d'un investisseur étranger reclus. D'autres insistaient sur le fait qu'il s'agissait d'une femme basée à l'étranger.
Quelques-uns murmuraient que même le conseil d'administration n'était pas vraiment au courant. Un seul nom comptait, E.A. Johnson. Toutes les approbations, les décaissements de fonds, les promotions et les lancements de projets passaient par cette signature numérique. Les dirigeants spéculaient pendant le déjeuner, mais jamais à voix haute en réunion. Le pouvoir n'a pas toujours besoin d'un visage, a déclaré le directeur des opérations lors d'une retraite de direction, et tout le monde avait acquiescé, ignorant que le PDG regardait tranquillement l'enregistrement en direct depuis une suite cachée au-dessus. Anita avait délibérément construit ce système. Ce n'était pas la peur qui la gardait cachée, mais la liberté. Elle pouvait être partout sans être vue, prendre chaque décision sans résistance, surtout, observer ceux-là même qui auraient tenté de l'utiliser s'ils avaient su la vérité. Chaque mois, elle assistait aux réunions virtuelles du conseil d'administration sous le nom de Madame Johnson, caméra et micro éteints. Seule la présidente du conseil connaissait sa véritable identité, et même elle était liée par un accord de confidentialité stricte. Anita surveillait tout. Demande de salaire, propositions stratégiques, projet d'expansion à l'étranger. Le nom de Sandra revenait de plus en plus souvent, surtout dans les présentations de Vincent. Il avait commencé à promouvoir sa promotion sous couvert d'innovation marketing, et ses arguments étaient truffés de flatteries et de données vagues. Anita n'approuvait rien. Elle se contentait d'observer, car la chute qu'elle tissait devait être parfaite. Sandra, quant à elle, était enivrée par son ascension. Elle entrait dans chaque réunion comme si elle était maîtresse de l'atmosphère. Elle s'habillait comme l'avenir, parlait comme un leader et semait la rumeur selon laquelle elle pourrait bientôt occuper un poste dans un service complet. Vincent la soutenait sans relâche, nourrissant son ego à chaque sourire. S'ils ne te donnent pas de promotion rapidement, ce sera leur perte, disait-il après les heures de travail, en lui caressant les cheveux dans sa voiture, tandis qu'ils s'embrassaient sur le parking de l'entreprise. Sandra, cependant, commençait à s'impatienter. Elle voulait une ligne directe avec le pouvoir. Pourquoi le PDG ne vient-il jamais? Demanda-t-elle un soir à Vincent. Il rit et lui fit signe de partir. Probablement un vieil homme qui signe juste des chèques, dit-il. Et sur ce, la décision d'Anita était prise. Le moment était proche, non pas de se révéler, mais de commencer les démarches administratives. Car pendant qu'elle discutait de son invisibilité, elle finalisait un plan qui les exposerait toutes les deux. De retour dans sa suite privée, Anita imprima le dernier rapport d'audit, 7 pages d'anomalies liées à Sandra et Vincent. Le document ne se contentait pas de suggérer une irrégularité, il la dissimulait. Et elle possédait d'autres documents. Capture d'écran, transcription de conversation, autorisation d'achat sur des cartes de visite professionnelles, formulaire de remboursement falsifié. Mais ce soir-là, elle ne repensa à rien de tout cela. Debout à la fenêtre, elle sirotait du thé tandis que les lumières de la ville scintillaient en contrebas. Elle repensa à toutes les fois où on l'avait traitée d'inutile ou d'ordinaire. Elle repensa au sourire narquois que Sandra lui avait adressé ce jour-là à la réception. Elle repensa à la froideur de Vincent. Et elle sourit, non pas de satisfaction, mais de compréhension. Ils avaient bâti leur fantasme au sein de son empire. Et bientôt, leurs illusions les étoufferaient. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux usés de leur modeste demeure, projetant de longues ombres silencieuses sur le salon. Anita était assise sur le canapé, les mains occupées à repriser l'ourlet ample d'une de ses vieilles jupes. La radio bourdonnait faiblement en fond sonore, offrant un réconfort dans le silence de la pièce. C'était un mardi ordinaire, du moins en apparence. Vincent sortit de la chambre, tout habillé, son parfum déjà chargé. Il ne salua pas. Ses pas étaient déterminés, chacun ponctué par le bruit sourd de sa mallette contre sa cuisse. Arrivé à la table centrale, il sortit une enveloppe blanche de son sac et la déposa devant elle sans un mot. Anita leva les yeux, son aiguille toujours à la main, le visage indéchiffrable. Vincent redressa son col et parla enfin d'un ton neutre. « Signez-les. Il est temps d'arrêter de faire semblant. » Anita ne bougea pas. Elle laissa ses paroles planer entre eux, immobile comme si elle attendait qu'une rafale de vent les emporte. Lorsqu'il comprit qu'elle ne parlerait pas, Vincent expira brusquement et s'éloigna vers la fenêtre, le regard perdu dans le vide. « Toi et moi, c'est fini depuis longtemps. » Poursuivit-il. « Tu le sais. Je le sais. Ne perdons plus d'années. » Sa voix ne trahissait aucune culpabilité, seulement l'épuisement. Il ne s'attendait ni à une bagarre ni à une protestation.
Il s'était convaincu qu'elle n'avait plus rien pour le défier. Anita posa enfin sa machine à coudre et prit l'enveloppe. Elle ne se précipita pas pour l'ouvrir. Ses doigts se déplaçaient avec la même grâce prudente qu'à l'accoutumée, comme si elle ouvrait une lettre d'un voisin, et non les papiers du divorce de l'homme qu'elle avait épousé. Elle déplia les documents et les parcourut silencieusement. Il était allé voir un avocat. Tout était rempli. Il ne restait plus que sa signature. Vincent se tenait maintenant derrière elle, les bras croisés, attendant. Il jeta un coup d'œil à sa montre, visiblement pressé de partir. « J'ai déjà signé ma partie. L'avocat a dit que tu devais juste terminer le tien. Pas besoin de faire traîner les choses. » Anita prit le stylo à côté de sa Bible. Elle ne posait pas de questions. Elle ne plaidait pas. Elle signait chaque feuille d'un geste précis et fluide. Quand elle eut terminé, elle remit les papiers dans l'enveloppe et la lui tendit. Vincent la prit d'un léger hochement de tête. Il ne la remercia pas. Il ne s'excusa pas. Il ne la regarda même pas dans les yeux. Il se retourna et se dirigea vers la porte, ajustant sa cravate comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. « J'enverrai quelqu'un chercher mes affaires restantes, » dit-il en guise de conclusion. Puis il partit, sans broncher. Pas un regard en arrière. Juste une porte claquée et un silence qui s'installa comme un dernier souffle entre deux inconnus qui avaient autrefois partagé une vie. Anita resta sur le canapé, toujours son stylo à la main. La radio était passée à un autre chant gospel, mais elle ne l'entendait plus. Elle ne pleura pas. Elle ne se leva pas. Elle était assise là, immobile et sereine, non pas parce qu'elle était forte, mais parce que ce n'était pas une surprise. Elle savait que cela arriverait. Vincent avait quitté le mariage depuis longtemps. Seul son corps subsistait. Maintenant, même lui avait disparu. Dans le silence qui suivit, elle reprit son aiguille, retourna à l'ourlet de sa jupe et reprit sa couture. La journée s'écoula comme si de rien n'était, comme si aucun vœu n'avait été rompu, comme si aucun cœur n'avait jamais osé espérer. Et la maison resta silencieuse. Pas de mots, pas de larmes. Seul le fil se déplace à travers le tissu. Silencieux, mesuré, patiente. Si l'ambition avait un parfum, Sandra le portait comme un parfum. Dans les semaines qui suivirent le divorce de Vincent, elle rayonnait d'une confiance sans faille. Ne se contentant plus de promesses murmurées ou de flatteries en coulisses, elle voulait un pouvoir écrit, un siège officiel, un titre qui corresponde à la vision qu'elle avait d'elle-même. Elle commença à élaborer sa campagne de promotion comme une stratège politique. Elle actualisa ses diapositives de présentation avec des mots-clés, compila les analyses des tendances du marché d'autres entreprises et emprunta même quelques concepts à de vieux documents internes qu'elle recopiait discrètement lors de ses soirées tardives dans le bureau de Vincent. Elle adopta un style différent, plus affirmé, plus raffiné. Elle commença à porter des vêtements non seulement pour attirer les regards, mais aussi pour attirer l'attention. Et lorsqu'elle arpentait les couloirs au fil somptueux, elle souriait aux gens comme si elle les surpassait déjà. Les murmures dans son dos ne faisaient que l'encourager. Elle ne cherchait pas à se faire des amis. Elle essayait de grimper. Vincent, désireux de prouver qu'il avait fait le bon choix en quittant Anita, est devenu le plus fervent supporter de Sandra. Il a exercé un lobbying subtil lors des réunions de direction, vantant ses mérites avec une conviction exagérée. Elle a une excellente maîtrise de l'adaptation au marché, a-t-il déclaré lors d'une réunion. Ses idées pourraient propulser notre expansion numérique. La plupart des dirigeants acquiescèrent poliment, même si quelques-uns semblèrent sceptiques. Pourtant, Vincent était déterminé. Il a convaincu Sandra de soumettre une proposition officielle pour une promotion au poste de directrice adjointe du marketing. Ce n'est qu'une formalité, lui a-t-il assuré. Vu tes performances, ils accéléreront le processus. Sandra, ravie, a déposé la proposition auprès du service RH en mettant en copie les principaux dirigeants, y compris le courriel anonyme associé à E.A. Johnson. C'était, croyait-elle, la clé. Une fois son nom passé par ce gardien invisible, elle serait invincible. Son plan était presque finalisé. Ce que Sandra ignorait, c'est que celle-là même qu'elle avait ignorée et moquée, Anita, était non seulement familière avec sa demande, mais aussi l'autorité suprême qui en décidait. La proposition atterrit dans la boîte mail d'Anita juste après le coucher du soleil. Elle était assise dans sa suite privée, seule, dans la douce atmosphère de la ville, devant sa fenêtre. Son visage ne trahissait rien à la lecture de la demande. Le ton de la lettre était « Les réalisations embellies ».
Les chiffres ne correspondaient même pas aux indicateurs de performance réelle du service. Anita parcourut le bas du courriel où Vincent avait écrit « C'est une star. Donne-lui ce qu'elle mérite ». Un léger sourire éclaira les lèvres d'Anita, non pas d'approbation, mais de compréhension. L'arrogance était désormais officielle. Il la croyait vraiment invisible. Et cela signifiait qu'il n'était plus seulement irrespectueux, mais dangereux. Anita ne rejeta pas la proposition. Elle ne l'approuva pas non plus. Elle la transmit à l'audit interne avec une seule ligne. Veuillez vérifier toutes les déclarations du projet. Au fil des jours, Sandra a célébré prématurément. Elle a publié des légendes vagues sur les réseaux sociaux. De grandes choses arrivent et, reconnaissante pour la croissance. Ses collègues remarquèrent qu'elle parlait davantage et travaillait moins. Elle passait le plus clair de son temps dans le bureau de Vincent ou au café voisin, à discuter bruyamment de stratégies marketing qui n'étaient qu'un début. Elle commença même à se comporter comme une chef de service, donnant des directives spontanées, réorganisant les bureaux et intervenant en réunion sans y être invitée. Vincent ne fit rien pour l'en empêcher. Il croyait bâtir une marque de couple puissant, celle qui dominerait un jour l'avenir de la boutique. Pendant ce temps, Anita construisait discrètement un avenir différent, un avenir qui ne les inclurait pas. Elle ne recueillait plus d'informations. Elle préparait l'exécution. Et Sandra, trop distraite par son propre reflet, ne voyait pas l'ombre derrière le rideau. Pas encore. Les jours qui suivirent la demande de promotion de Sandra furent emplis d'un silence particulier, bourdonnant d'une activité cachée. En coulisses, Anita déclencha une tempête silencieuse. Elle a contacté un auditeur financier indépendant, quelqu'un qui ignorait totalement son identité, et a commandé un examen discret de toutes les dépenses et rapports de performance liés au service marketing. Elle s'est assurée que rien ne puisse être directement attribué à elle. Il était important que Sandra et Vincent soient convaincus qu'ils avaient toujours une longueur d'avance, que leur manigance passait inaperçue. Mais l'équipe d'audit a rapidement découvert des tendances inquiétantes, des paiements fournisseurs gonflés, des factures en double, des retraits de petites caissons reçus, pire encore, une utilisation non autorisée de la carte de crédit d'entreprise. La plupart des signaux d'alarme pointaient directement vers le bureau de Sandra. La signature de Vincent apparaissait dans plusieurs approbations. Anita ne dit rien, hocha simplement la tête tandis que chaque dossier de preuve atterrissait dans son tiroir verrouillé. Elle visita la succursale phare de la boutique lors d'une réunion du personnel, entrant par un ascenseur privé. Depuis une salle d'observation cachée au-dessus de la salle d'exposition principale, elle observa l'équipe interagir à travers une vitre teintée. Elle vit Sandra rire bruyamment tout en proposant des idées superficielles, et Vincent se tenait près d'eux, souriant fièrement, inconscient de son ridicule. Ils étaient ivres de leurs illusions. La même femme dont ils se moquaient surveillait désormais chacun de leurs mouvements comme un faucon. Et pourtant, Anita n'a rien fait immédiatement. Pas encore. La fête annuelle de Thanksgiving approchait, et elle avait besoin que tout soit parfaitement en place. Le timing était primordial. Les exposer devant l'entreprise, devant les clients, les investisseurs et les dirigeants, ne les humilierait pas seulement, mais redéfinirait le pouvoir. Elle ne prévoyait pas seulement une vengeance. Elle réécrivait la définition qu'ils avaient d'elle. Sandra, inconsciente de la tempête qui se préparait derrière elle, avait commencé à mesurer les rideaux du bureau qu'elle pensait bientôt être le sien. Elle avait même commandé une nouvelle plaque signalétique pour son bureau. La directrice adjointe Sandra Okoro, pouvait-on lire, l'audace fit rire Anita en voyant la demande d'achat enfouie dans la note de frais. Les fonds que Sandra détournait servaient à célébrer ses propres illusions. Vincent continuait de la soutenir par des déclarations audacieuses et des courriels du service, lui promettant croissance et orientation, mais qui n'a jamais tenu. Ensemble, ils construisaient une maison de verre, et Anita entaillait la première pierre. Pourtant, elle laissait la mascarade se dérouler. Plus la représentation était grande, plus la chute était grande. Et rien ne la réjouissait plus que de savoir qu'ils dansaient pratiquement vers leur propre disgrâce. À la maison, Anita conservait sa routine tranquille. Elle s'habillait toujours simplement. Elle a continué à prendre les transports en commun. Elle a continué à sourire au portier comme si elle était locataire et non propriétaire. Elle a même salué une fois le chauffeur de Vincent, qui lui a adressé un sourire méprisant, comme si elle était invisible. Cela ne la dérangeait pas. Ce qu'il ne pouvait voir, il ne pouvait le prévoir. C'était là son pouvoir.
Et maintenant, l'audit presque terminé, elle commença à rédiger sa prochaine étape, des accusations officielles pour détournement de fonds de l'entreprise. Ce ne serait pas immédiat. Ce ne serait pas bruyant. Mais quand cela arriverait, cela résonnerait dans chaque bureau, chaque salle d'audience et chaque souvenir du rire de Sandra. Le PDG qu'il croyait inexistant allait devenir inoubliable. Anita se tenait devant son miroir en pied. La pièce était silencieuse, à l'exception du lent bourdonnement de la climatisation. Ses mains reposaient délicatement sur le dossier de la chaise, les yeux rivés sur son reflet. La femme qui la fixait n'était plus la même que celle qui était restée assise silencieusement pendant que son mari l'humiliait. Disparut la silhouette timide aux robes délavées et aux lèvres nues. Ses pommettes étaient désormais plus marquées, sa posture majestueuse, son aura magnétique. La transformation n'était pas soudaine, elle avait nécessité des mois de préparation. Un régime subtil, petit jogging quotidien avant l'aube, visites hebdomadaires chez un styliste qu'elle avait autrefois conseillé en secret. Un rafraîchissement de garde-robe, rien de trop voyant, mais précis, réfléchi, puissant. Elle enfilait son déguisement, couche après couche. Pas pour impressionner qui que ce soit, pas même pour se venger, mais parce que le pouvoir devait se manifester de manière incontournable, elle ne s'est pas contentée de changer d'apparence, elle a peaufiné sa présence. Elle a travaillé avec un coach d'élocution sous un pseudonyme, perfectionnant ainsi sa cadence et son ton. Elle s'entraînait à entrer dans une pièce avec grâce et domination, sans élever la voix. Personne ne savait ce qui allait arriver. Pas Vincent, pas Sandra, pas même le conseil d'administration, même s'il commençait à soupçonner que quelque chose de différent se tramait. Elle avait commencé à solliciter davantage de réunions en personne par l'intermédiaire de son assistante, toujours sous son pseudonyme, mais laissant entendre que le PDG pourrait être présent à la fête de Thanksgiving. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Le personnel a fusé avec des théories. Les dirigeants ont peaufiné le rapport. Les managers répétaient leurs discours. Même Sandra prenait grand soin de son apparence. Mais Anita ne disait rien. Elle laissa l'impatience faire son œuvre. Elle ne se cachait plus. Elle se préparait à émerger, et ce serait pour reconquérir tout ce qui avait été autrefois bafoué. Anita a soigneusement organisé sa rentrée. Elle a modifié le design de ses cartes de visite et préparé des dossiers à son nom, qu'elle comptait distribuer elle-même lors de l'événement. Elle a demandé au service juridique de suspendre les poursuites, juste assez longtemps pour permettre à Vincent et Sandra de se prélasser un peu plus longtemps sous les projecteurs. Ils étaient toujours désemparés, flottant toujours dans une bulle de leur propre arrogance. Vincent, maintenant complètement installé avec Sandra, avait même été entendu dire que le PDG était probablement un vieil homme blanc qui ne fait que signer des chèques. Sandra Red. Ils étaient 6 sur 2, si satisfaits. Anita regarda 2 fois les enregistrements de cette conversation, une fois avec amusement, la seconde avec une résolution glaciale. Ils ne l'ont pas seulement manqué de respect en tant que femme, ils ont manqué de respect à l'empire qu'elle avait bâti de ses propres mains. Lors de sa dernière semaine de préparation, Anita est retournée dans sa suite au dernier étage du siège de la boutique. Elle a traversé les couloirs sans se faire remarquer, comme toujours. Mais cette fois, elle marqua une pause avant d'entrer. Elle observa la salle d'exposition depuis son poste d'observation caché et regarda les employés se précipiter pour préparer le gala. « Ce sera la dernière fois que j'entrerai ici sans être vue, » murmura-t-elle. Puis elle entra dans la suite et ouvrit le sac rouge accroché au fond de son placard. Il scintillait légèrement à la lumière, majestueux et dangereux. Elle le déposa soigneusement sur le canapé, puis plaça à côté l'accessoire qui l'attendait depuis aussi longtemps, son badge de PDG, gravé de son nom complet. La mascarade touchait à sa fin. La boutique a publié une circulaire officielle annonçant sa célébration annuelle tant attendue de Thanksgiving, un gala en smoking destiné à honorer le personnel, à célébrer les réussites et à présenter la dernière ligne de couture de la marque. Des affiches et des invitations numériques ont illuminé tous les écrans. Le thème, héritage et leadership. Sous la bannière, un slogan disait « Une soirée exclusive avec celui que vous attendiez tous de rencontrer ». Le personnel bourdonnait de curiosité. Les dirigeants chuchotaient dans les salles de pause. Pour la première fois en 10 ans d'histoire de l'entreprise, l'insaisissable PDG allait faire une apparition publique. Vincent, bien sûr, leva les yeux au ciel à cette annonce. C'était probablement juste une formalité. Regardez-les plutôt envoyer un message vidéo,
dit-il en sirotant du champagne dans son bureau. Sandra, quant à elle, considérait cela comme sa grande soirée. « Et si on me reconnaissait? Et s'il voyait enfin ce que je vaux ?» s'exclama-t-elle. Vincent la rassura avec une confiance vide. « Crois-moi, tu seras le clou de la soirée. » Sandra a mis les bouchées doubles dans ses projets mode. Elle a contacté des stylistes célèbres, loué une robe sur mesure venue de Paris et publié les coulisses des essayages sur les réseaux sociaux. L'énergie d'une PDG, disait l'une de ses légendes, avec des émojis rieurs et un filtre scintillant. Vincent finançait tout, utilisant la carte de la boutique, et l'enregistrait comme frais de promotion. Anita, depuis son bureau, suivait chaque publication avec un détachement clinique. Elle n'était pas en colère. Elle calculait. Chaque coup de rouge à lèvres que Sandra appliquait à l'objectif, chaque achat effectué, chaque mensonge proféré, tout cela ajoutait de l'huile sur le feu qu'Anita préparait. Elle demanda à son équipe de réserver le premier rang aux dirigeants et aux invités des médias, puis demanda discrètement un changement de siège, plaça Sandra et Vincent directement en face de la scène. À l'approche de la date, la tension montait dans l'air comme l'humidité avant l'orage. Le personnel répétait les performances, le traiteur finalisait le menu et les médias préparaient leurs caméras. Mais personne ne savait ce qui allait arriver. Personne ne savait que le thème même de l'héritage et du leadership n'avait pas été choisi comme une célébration, mais comme un éloge de l'orgueil, de la tromperie et de la vanité. Anita avait finalisé son discours d'ouverture. Elle ne se contenterait pas d'apparaître, elle prendrait la parole. Avec ces mots, elle ne laisserait planer aucun doute sur qui elle était, ce qu'elle possédait et ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle ne crierait pas, elle ne jubilerait pas, mais elle dirait la vérité, et elle ferait l'effet d'un coup de tonnerre. 3 jours avant le gala, Sandra et Vincent ont organisé une petite préfête dans un restaurant de luxe d'Okoé. Ils ont invité des collègues, des influenceurs et quelques journalistes. Ils ont dansé. Ils ont trinqué. Ils ont ri, complètement inconscients que la femme dont ils se moquaient autrefois serait bientôt celle qui tiendrait le micro. Anita passa la nuit chez elle, relisant son discours une dernière fois. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle se fichait même qu'il pleure. Tout ce qu'elle voulait, c'était s'assurer qu'il n'oublie plus jamais son nom. L'atmosphère de la boutique était chargée d'impatience. Le gala de Thanksgiving était dans quelques jours, et tout le monde, sauf la femme qu'ils auraient dû observer, semblait submergé par une vague d'excitation. Vincent marchait avec une démarche qui s'accentuait de jour en jour. Il aboyait compliments et suggestions, comme s'il faisait partie du comité d'organisation de l'événement, corrigeant les plans de table et approuvant même les choix des fournisseurs sans qu'on le lui demande. Cette année, ce sera différent, a-t-il dit à un jeune collaborateur. De nombreux regards seront braqués sur nous. C'est le moment idéal pour que les véritables stars de cette entreprise brillent. Et quand il a dit star, il parlait de Sandra. Il était tellement absorbé par son imagination que même les tâches les plus élémentaires lui semblaient des répétitions pour une grande révélation. Pour lui, il était le prince officieux de l'Empire. Et Sandra, la reine en devenir. Sandra partageait cette illusion avec une confiance inébranlable. Elle avait répété son sourire, son salut, son expression surprise mais reconnaissante lorsque le présentateur l'appellerait. Dans son esprit, il ne faisait aucun doute qu'elle serait honorée. Pourquoi ne le serait-elle pas? Elle avait repensé le marketing, accru la visibilité, et selon Vincent, insufflé une nouvelle énergie à la marque. Elle s'est démenée pour convoquer des réunions, présenter des données et déléguer des tâches, comme si elle détenait déjà la promotion qu'elle avait demandée. Et si certains collègues levaient les yeux au ciel, peu osaient la contester. Sandra était bruyante. Sandra était charmante. Sandra avait Vincent. Et Vincent, pensait-il, avait du pouvoir. Alors, ils la laissèrent flotter, même si des rumeurs de favoritisme et d'arrogance se répandaient dans les couloirs. À la maison, Vincent et Sandra portaient un toast chaque soir à ce qu'ils croyaient être un moment décisif. Tout ce que nous avons gagné, disait Sandra, faisant tourner le vin dans son verre. Enfin, ça va payer. Vincent hocha la tête, rêvant déjà d'accéder à un conseil d'administration et d'être reconnu publiquement. Ils imaginaient des journalistes sollicitant des interviews, des paparazzis prenant des photos, des invitations à des lancements de marques et des voyages à l'étranger. Ils ont même commencé à rédiger un communiqué de presse que Sandra prévoyait d'envoyer aux médias le lendemain du gala. Un expert en marketing couronné, disait le titre, Vincent l'a édité lui-même, veillant à ce que son nom apparaisse dans le dernier paragraphe. Ce n'était plus seulement de l'espoir,
C'était une certitude. Et plus la date approchait, plus ils prenaient le silence autour d'eux pour une approbation. Personne n'avait nié leurs affirmations. Personne n'avait émis d'objection. Ils pensaient donc que tout se déroulait comme prévu. Mais un silence ne signifie pas toujours un accord. Anita avait délibérément laissé leur confiance s'accroître sans contrôle. Elle demandait à son assistante d'approuver les demandes mineures et d'acquiescer lors des briefings. Elle s'assurait qu'aucun problème ne se posait. Aucun avertissement n'a été donné. Qu'ils décorent leur illusion, pensa-t-elle. Qu'ils l'habillent de soie et d'or. Car quand la chute surviendrait, elle se ferait d'une hauteur dont il s'était convaincu l'avoir méritée. Et ce genre de chute n'était pas seulement douloureuse, elle était inoubliable. Dans les dernières heures précédant le gala, Vincent et Sandra se tenaient la main à table, se souriant l'un à l'autre comme des complices au bord de la victoire. Ils n'avaient aucune idée qu'ils se trouvaient au milieu d'un piège, et que la femme qui l'avait dit était déjà dans le bâtiment. Le bureau était silencieux, ce genre de silence qui ne s'installe qu'après les heures de bureau, quand même la climatisation semblait vrombir avec révérence. Anita était assise seule à la longue table en acajou de son cabinet d'avocat privé, la porte close, les stores tirés, et son assistante renvoyée depuis des heures. L'épais dossier en papier craft devant elle portait l'inscription simple versus action interne. Chaque page avait été rédigée pendant des mois, méthodiquement, cliniquement, irréfutablement. Ses doigts parcouraient chaque document avec une précision sereine, ses yeux scrutant chaque ligne une dernière fois. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Les preuves devaient être irréfutables. Il ne s'agissait pas d'accusations émotionnelles ni de représailles violentes, c'était la loi. Voilà la structure. Elle comprenait des relevés bancaires, des détournements de fonds de l'entreprise, de fausses factures, des relevés de remboursement falsifiés et des messages révélant clairement une collusion et un abus de privilèges. Tout avait été daté, recoupé et organisé. Les noms de Vincent Anderson et Sandra Okoro apparaissaient sans cesse, tels des taches sur les en-têtes officielles. Anita avait engagé un cabinet juridique privé pour gérer les dossiers, préservant ainsi son identité sous la structure hiérarchique de l'entreprise. Même les avocats chargés de l'affaire ignoraient de qui il s'agissait. On leur a simplement donné accès aux données et on leur a demandé de préparer le dossier pour le dépôt officiel dans un délai de 2 semaines. Mais Anita avait décidé d'accélérer le processus. À quelques jours du gala, elle voulait que le procès soit intenté juste après. Ni avant, ni pendant, mais après, comme un coup de marteau frappant alors que la pièce était déjà silencieuse. Elle a appelé le consultant principal et lui a donné des instructions simples. Finalisez tout. Je veux que les accusations soient portées le lendemain matin. Pas avant. Sans délai. Sa voix était posée, claire, d'une résolution indéniable. Aucune émotion. Exécution pure et simple. En attendant la confirmation du consultant, Anita examina la liste des accusations. Determined offense. Manquement à l'obligation fiduciaire. Accès non autorisé aux ressources de l'entreprise. Signalement frauduleux. Chaque accusation était étayée par des preuves. Aucune incertitude. Elle avait même documenté les dépenses de la campagne promotionnelle de Sandra, enregistrées sous forme de catégorie d'entreprise et signée par Vincent Anderson. Il ne s'agissait pas seulement d'un vol d'entreprise, mais d'un abus de confiance délibéré et arrogant. Dans le monde de la mode haut de gamme et du financement des boutiques, un tel niveau de fraude interne pourrait déclencher une frénésie médiatique, des fluctuations de cours et des dommages à long terme pour la marque. Mais Anita n'était pas inquiète. Elle avait passé des années à bâtir cet empire avec intégrité et invisibilité. Et maintenant qu'elle était prête à entrer dans la lumière, elle le ferait avec toutes les protections légales en place. Ce n'était pas une vengeance, c'était une purification. Une fois l'appel terminé et la confirmation reçue, Anita remit le dossier dans son tiroir et le verrouilla. La clé resta un instant dans sa paume avant de la glisser dans la poche de son blazer. Elle ne souriait pas. Elle ne soupirait pas de soulagement. Il n'y avait aucune trace de triomphe dans ses yeux, seulement de la paix. Elle se leva, redressa l'ourlet de son chemisier et sortit de la suite, ses talons claquant doucement sur le sol. Dehors, l'air nocturne était frais, indifférent à l'orage qui s'annonçait. Le bâtiment derrière, elle restait éclairée à un étage. Le service juridique, où ses instructions étaient désormais suivies à la lettre. La tempête approchait, mais sans tonnerre. Elle viendrait avec du papier, de l'encre et la justice. Et lorsqu'elle toucherait terre, elle ne laisserait aucune place au déni. La veille du gala, Vincent Anderson était assis dans son salon, Sandra sur ses genoux,
un verre de vin rouge à la main, un large sourire étirant ses lèvres parfaitement maquillées. Leur appartement brillait, des lustres brillants au-dessus, l'air chargé de parfums et des cartons d'accessoires de luxe éparpillés un peu partout, comme s'il se préparait pour la royauté. Vincent venait de récupérer son smoking chez le tailleur et s'admirait dans le miroir. « On va faire tourner les têtes demain, » dit-il en lissant les revers. « Tu seras la star de la soirée, Sandra. » Elle rit en posant son verre de vin sur la table centrale. « Bien sûr que je le ferai. » Le conseil verra enfin ce qu'il a manqué. Elle se leva et tournoya, l'ourlet de sa robe dorée effleurant le sol. Elle avait répété sa marche de gala, ses poses pour les photos, et même mémorisé les répliques qu'elle comptait prononcer si on lui donnait un micro. Dans leur monde, demain était le couronnement. Il croyait avoir trompé tout le monde. Sandra, avec son charme calculé et ses allusions aux réseaux sociaux, et Vincent, avec sa fausse autorité et ses relations manipulées. Ils avaient tout mis en scène, jusqu'au dernier hashtag. Des invitations étaient postées sur leur page avec des légendes telles que « reconnaissante d'être reconnue et demain, un nouveau chapitre commence ». Vincent avait même prévu une interview avec les médias 2 jours plus tard, espérant que la promotion de Sandra serait rendue publique lors de l'événement. Il en avait parlé à ses amis, collègues et même à quelques clients. « Attendez que le patron l'appelle », avait-il dit avec l'assurance d'un homme à qui on n'avait jamais dit non. Sandra souriait en écoutant la playlist avec laquelle elle comptait entrer dans la salle de bal. Elle avait parfaitement synchronisé son arrivée avec l'horaire. Dans son esprit, elle ne se contentait pas d'assister, elle arrivait. Aucun d'eux n'avait remarqué le silence étrange de l'entreprise concernant l'apparition du PDG. Tandis que les autres membres du personnel étaient en effervescence, l'équipe de direction, elle, était restée étrangement silencieuse. Cela n'avait pas dérangé Vincent. Il croyait que cela faisait partie du suspense. Après tout, qui oserait voler la vedette à Sandra maintenant? Le nom d'Anita ne lui avait jamais traversé l'esprit. Pour lui, Anita était rangée dans ses archives mentales de souvenirs sans importance. Juste une étape de la vie. Une anecdote. Quelqu'un qui n'a pas été retenu. Il n'avait aucune idée qu'elle était assise à la maison, entièrement vêtue d'une robe de chambre, regardant la liste des invités se mettre à jour en temps réel, sirotant son thé pendant que les formulaires juridiques étaient notariés pour le lendemain. Elle n'était pas nerveuse. Elle n'était même pas vindicative. Elle se sentait simplement prête. Cela avait pris des années, mais le silence qu'elle portait comme une armure était enfin sur le point de parler. Sandra, inconsciente du piège dans lequel il se dirigeait, était allongée sur le canapé et envoyait un texto à sa styliste pour confirmer son heure d'arrivée. « Rends-moi inoubliable », a-t-elle écrit en ajoutant un emoji clin d'œil. Son téléphone a sonné, une avalanche de messages, « J'ai hâte de te voir demain ». Elle a souri d'un air suffisant. Pour elle, les 24 heures suivantes marqueraient le début de son héritage. Et, d'une certaine manière, elle avait raison. Elle serait inoubliable. Mais pas pour les réseaux. Et n'est-ce qu'elle imaginait? Le somptueux gala de Thanksgiving était digne d'un rêve de milliardaire. Des cordons de velours bordaient le tapis rouge, des portes vitrées scintillaient sous les projecteurs, et l'air extérieur scintillait de parfum et de puissance. Les invités arrivèrent en voiture de luxe, leurs pas claquant avec assurance dans la grande salle de bal où des nappes or et ivoire s'étendaient sur des rangées de tables rondes, toutes plus élégantes les unes que les autres. La soirée bourdonna de bavardages et de rires, chacun spéculant sur l'apparition, longtemps évoquée, du mystérieux PDG. « Ce soir sera historique », avait déclaré le maître de cérémonie plus tôt. Une décennie d'excellence, et le visage derrière tout cela sera enfin révélé. Mais malgré ce glamour, tous les regards ne pouvaient s'empêcher de se tourner vers Sandra. Elle portait une robe dorée éclatante qui épousait chaque courbe, ornée de diamants qui scintillaient sous les lumières comme des étoiles. Vincent marchait à ses côtés, rayonnant, saluant chaque invité qui les saluait. Ensemble, ils ressemblaient à un couple puissant sur le point de réaliser un exploit. Anita entra discrètement par l'entrée principale, pas celle réservée aux cadres. Elle portait une robe marron, simple mais convenable, sans un seul accessoire ni marque de créateur. Son visage était démaquillé, ses chaussures plates, sa démarche modeste. Elle n'avait pas besoin d'attention, mais même en silence, elle dégageait une étrange dignité qui la distinguait, même si peu pouvait expliquer pourquoi. Elle traversa le hall comme une invitée oubliée, inaperçue des caméras, insensible à la foule. Mais Sandra ne tarda pas à la repérer. Elle marqua une pause au milieu d'un rire,
son visage parfaitement dessiné se tordant d'amusement et de cruauté. « C'est... Oh mon Dieu !» dit-elle en donnant un coup de coude à Vincent. « Regardez qui a décidé de débarquer. » Vincent se retourna, puis éclata d'un rire moqueur. On dirait une tante perdue à la fête du personnel. Il ricana. Sandra lui serra le bras, retenant à peine son rire. « Et cette robe? Est-elle faite en tissu de rideau ?» dit-elle. Assez fort pour que quelques personnes à proximité l'entendent. Quelques têtes se tournèrent, et quelqu'un rit doucement, non pas parce qu'il savait qui était Anita, mais parce que Sandra était toujours la voix la plus forte de chaque pièce. Vincent ajouta qu'elle était peut-être venue supplier qu'on lui rende son poste. J'ai entendu dire qu'il laissait encore entrer les femmes de ménage si elles étaient vice-présidentes. Elles rirent toutes les deux à nouveau, complètement inconscientes de ce qui les attendait, de la femme dont le nom avait payé chaque luminaire au-dessus d'elle, chaque bouteille de vin rafraîchi derrière le bar, chaque point des nappes griffées. Anita ne broncha pas. Elle ne ralentit même pas le pas. Elle les dépassa comme si l'insulte n'avait jamais atteint son but, comme si leurs paroles étaient des rafales de vent sur un mur blindé. Mais au fond d'elle-même, elle le remarqua. Une graine de plus dans un jardin qu'elle avait déjà préparé à récolter. Leurs rires la suivirent tandis qu'elle se dirigeait vers sa table. Quelques jeunes employés lui jetèrent des regards en coin, se demandant qui elle était et pourquoi elle avait reçu une invitation. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Le gala ne faisait que commencer, et la soirée avait encore de nombreuses heures pour révéler ce qu'elle avait préparé depuis des années. Vincent et Sandra croyaient avoir gagné, se moquant d'elle une dernière fois, consolidant leur fausse victoire. Ils ne se doutaient pas qu'ils se moquaient de leur juge, de leur jury et de la main derrière chaque lumière de la salle. Pour l'instant, elle les laissait rire, car lorsque la vérité éclaterait enfin, elle ferait taire toute la salle. Les lumières s'éteignirent doucement tandis que le présentateur revenait sur scène, tenant maintenant une petite carte dans ses mains, le visage légèrement plus sérieux que plus tôt dans la soirée. Un silence s'abattit sur la salle. Les invités se penchèrent, les cadres rajustèrent leurs costumes, et même les serveurs s'immobilisèrent, plateau à la main. « Mesdames et messieurs, » commença le maître de cérémonie d'une voix ferme mais prudente, « merci de votre patience. Ce soir, ce n'est pas seulement une célébration de la croissance et de l'héritage, c'est le dévoilement de la vision derrière Lush Trades. Le nom qui a guidé cette marque silencieusement, puissamment, et sans projecteur, prendra enfin sa place parmi vous. » Des murmures parcoururent la salle. Les têtes se tournèrent. Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. « Vincent S. Asset and Avant, l'Amaquar Série. » Elle, murmura-t-il. Sandra jeta un coup d'œil autour d'elle, essayant de voir qui était debout. Mais tous les regards se tournèrent vers l'autre bout de la salle de bal, où un projecteur suivait une femme seule qui se levait de sa table, Anita. Pendant quelques secondes, le silence régna dans la salle. Un silence absolu, inébranlable. La même femme dont on s'était moqué à l'entrée, dont on s'était moqué pour sa robe marron unie, s'avança maintenant avec une grâce mesurée vers la scène. Ses épaules étaient carrées, son menton levé, sa démarche élégante mais posée. Pas de maquillage. Pas de diamants. Juste une présence qui emplissait la pièce comme un tonnerre sous de la soie. Les mains de Vincent se mirent à trembler. Le sourire de Sandra se brisa. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Anita monta sur scène, prit le micro des mains du présentateur avec un remerciement discret et se tourna vers le public médusé. « Bonsoir, » dit-elle d'une voix claire et calme. « Je m'appelle Anita Abel Johnson. Je suis la fondatrice, propriétaire et directrice générale de Lush Trades. » L'atmosphère qui a suivi était si forte qu'on aurait dit que l'air avait été expulsé de la pièce. Anita laissa le silence revenir avant de continuer. « Pendant 10 ans, j'ai choisi le silence, non pas par manque de pouvoir, mais parce que je le comprenais. J'ai bâti cette entreprise de mes propres mains, je l'ai vue grandir et j'ai observé chaque âme qui y passait. Certains l'ont honoré sa mission, d'autres l'ont trahi. » Son regard se posa directement sur Sandra et Vincent, figés sur place, pâles et les yeux écarquillés. À ceux qui ont volé, qui se sont moqués, qui ont escroqué la table même où ils mangeaient, je n'ai pas besoin de vengeance. J'ai des politiques. J'ai des équipes juridiques. Et j'ai la vérité. Elle leva légèrement la main, et 2 agents de sécurité entrèrent discrètement par les côtés, s'approchant de Sandra et Vincent. Avec effet immédiat, Sandra Okoro et Vincent Anderson sont licenciés pour faute grave, détournement de fonds sociaux et atteinte à l'honneur professionnel.
Les poursuites judiciaires commencent demain. Les gardes ne les ont pas touchés au début. Ils n'en avaient pas besoin. Sandra se leva, la panique bouleversant son sang-froid. Des halètements et des flashs d'appareils photo explosèrent autour d'eux. Vincent se releva en titubant, secouant la tête, incrédule. « Anita, s'il te plaît, c'est une erreur, commença-t-il. Mais elle leva la main, l'arrêtant d'un regard. L'erreur, dit-elle, était de croire que j'étais invisible. Le mascara de Sandra commença à couler tandis que les gardes leur faisaient gentiment signe de sortir. La même foule qui les avait autrefois applaudis détourna maintenant le regard. Anita descendit de scène et retourna à sa table avec le calme d'une reine reconquérant sa couronne. Non pas avec colère, mais avec autorité. La salle d'audience était bondée. Les journalistes occupaient le dernier rang, appareils photo prêts et carnets prêts, tandis que les avocats triaient d'épais dossiers et murmuraient au sujet des plaidoiries de dernière minute. L'affaire avait fait la une des journaux dès le matin. Le PDG a dévoilé son mari et sa maîtresse lors d'une grande cérémonie de Thanksgiving. C'était le sujet le plus en vogue dans tous les grands médias nigérians. Anita est arrivée vêtue de gris et de bleu marine, discrète mais audacieuse, entourée de son équipe juridique. Elle n'entra pas avec fracas. Elle entra simplement et s'assit, les yeux fixés devant elle, le dos droit. Vincent arriva à l'air hagard, vêtu d'un costume bon marché emprunté à un cousin, les cheveux en bataille et les yeux gonflés par des nuits blanches. Sandra la suivit, évitant chaque caméra. Elle n'était plus glamour, mais visiblement brisée. Ses ongles étaient ébréchés, ses sourcils défaits. La chute avait été rapide et impitoyable. La salle d'audience était leur nouvelle réalité. Et Anita, leur adversaire incontesté. Les preuves présentées par l'équipe d'Anita étaient un chef-d'œuvre de précision juridique. Graphiques, reçus, images de surveillance, approbations falsifiées. Tout cela disposé comme une tapisserie tissée de tromperies. Il y avait des enregistrements de Vincent se vantant d'utiliser des cartes de visite professionnelles pour son développement personnel, des courriels dans lesquels Sandra manipulait des chiffres, et des journaux financiers montrant des dizaines de milliers de naira détournés vers des événements privés, des virées shopping et des dépôts de vacances, le tout sous couvert d'expansion de marque. Le juge a examiné ces documents en fronçant les sourcils. Il a déclaré qu'il ne s'agissait pas simplement de négligence, mais d'une fraude d'entreprise calculée. Vincent tenta de se défendre, affirmant qu'il ignorait les implications profondes. « J'ai simplement fait ce qu'on m'a dit », plaida-t-il. Mais sa voix se brisa sous le poids de la vérité. Sandra resta silencieuse tout au long du procès, le regard vide, la voix mi-honteuse mi-choquée. Anita n'avait pas besoin de parler beaucoup au tribunal. Ses déclarations avaient déjà été déposées, claires et posées, exposant les faits sans fioriture. Lorsqu'on lui a demandé si elle souhaitait intervenir, elle s'est levée et s'est tournée vers le juge. « Il ne s'agit pas de vengeance », a-t-elle déclaré. « Il s'agit de protéger l'intégrité de tout ce que nous avons construit. Le leadership n'est pas seulement une question de visibilité. C'est aussi une question de responsabilité. Aujourd'hui, nous tenons responsables ceux qui se croyaient intouchables. » Ces paroles résonnèrent dans la salle d'audience, non pas avec rage, mais avec raison. Le juge acquiesça d'un signe de tête. À la fin du procès, la sentence fut prononcée rapidement. Vincent et Sandra furent tous deux reconnus coupables de vol d'entreprise, de falsification de documents financiers et de violation des codes d'éthique interne. Ils furent condamnés à 5 ans de prison, avec placement immédiat en détention provisoire. Au coup de marteau, la salle d'audience résonna de murmures et de flashs d'appareils photo. Vincent s'affala sur sa chaise, incapable de gérer la rapidité de sa chute. Sandra éclata en sanglots silencieux, incapable de contenir sa honte. Elles étaient menottées au fond de la salle d'audience, les mêmes mains qui tenaient autrefois des coupes de champagne, désormais enchaînées. Anita ne les regarda pas lorsqu'elles passèrent devant elle. Elle n'en avait pas besoin. Leur chapitre était clos, leur page déchirée. Et son histoire, sa véritable histoire, ne faisait que commencer. Les mois passèrent. Le monde continua d'avancer. Mais à l'intérieur des murs de la prison, le temps s'écoulait lentement pour Vincent et Sandra. Leurs cellules étaient exiguës, leurs réputations entachées, leur nom n'était retenu que pour le scandale. Vincent tenta de faire appel, mais sa décision fut rejetée. Sandra a tenté de solliciter la sympathie des médias, mais aucun n'a voulu s'intéresser à l'histoire. À l'extérieur, l'Usteride a continué de croître, ouvrant de nouvelles boutiques à Abuja et au Cap,
lançant une campagne de couture internationale et gagnant encore plus de reconnaissance comme l'une des maisons de couture les plus puissantes d'Afrique de l'Ouest. Le visage d'Anita ornait désormais les couvertures de magazines, les études de cas universitaires et les sommets mondiaux des femmes d'affaires. Mais elle est restée humble, concentrée et insensible au bruit. Pour elle, le succès n'avait jamais été une question d'image, mais d'impact. Un soir, lors d'un gala célébrant les femmes africaines dirigeantes, Anita est montée sur une autre scène, cette fois avec grâce et rire. Elle portait une robe bleu roi, simple mais imposante. En parlant, elle a partagé son parcours, non pas la trahison, ni le scandale, mais le silence. Le pouvoir, disait-elle, ne se fait pas toujours entendre. Parfois, il attend. Parfois, il écoute. Mais il est toujours là. La foule applaudit. Quelque part dans le public, des jeunes femmes étaient assises, leur cahier à la main, les yeux écarquillés d'espoir. Anita n'avait pas besoin de mentionner Vincent ou Sandra. Leur histoire avait déjà été archivée sous leçon. Son histoire, en revanche, était devenue un modèle. De retour en prison, Vincent passait la plupart de ses journées seul, relisant de vieux articles de presse, incapable de comprendre à quelle vitesse la vie avait basculé. Il écrivit un jour à Anita une lettre d'excuses mêlée de désespoir. Elle ne répondit jamais. Sandra, elle aussi, tenta de la joindre par l'intermédiaire d'amis communs, implorant son pardon. Mais Anita ne regardait plus en arrière. Elle avait passé des années à être invisible à leurs yeux. Maintenant, ils étaient invisibles à ses yeux. Elle consacrait son temps à encadrer les autres, à étendre son empire et à préserver la dignité qu'elle devait autrefois dissimuler. Sa boutique, autrefois moquée par ceux-là même qu'elle nourrissait, était devenue un symbole d'élégance et de pouvoir construit en silence. Ainsi, la femme dont on se moquait, celle en haillons, celle qu'on qualifiait de bon à rien, devint le nom brodé sur chaque col, la voix résonnant dans chaque salle de conseil, et l'héritage gravé en lettres d'or sur le tissu d'une nouvelle génération. Anita Abel Johnson n'a jamais eu besoin d'élever la voix. Il lui suffisait d'attendre le bon moment pour parler. Et lorsqu'elle le faisait, le monde l'écoutait. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.